Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 2 avril 2023. Après les élections législatives, l'Alliance des Forces Nouvelles effectue sa rentrée politique. Le rendez-vous de Boycon aura lieu dans la deuxième quinzaine de ce mois d'avril. C'est un courant politique animé par des jeunes qui prônent l'éthique et la conviction politique au Bénin. De quoi seront alors constituées les assises de Boycon? Alain Afedjou nous répondra. Il est le président de l'Alliance des Forces Nouvelles. Le 5e pilier de l'islam s'annonce pour l'édition 2023. Le grand rassemblement de l'autre côté de l'Arabie Saoudite se prépare au Bénin. Le gouvernement a déjà lancé les opérations d'enregistrement des candidats au Hajj. Quelles sont alors les différentes procédures à suivre et quelles sont donc les réformes introduites une fois encore par le gouvernement pour faciliter la tâche aux pèlerins? Nous en parlerons avec Jamaldine Dissou, responsable de l'une des 27 sociétés agréées par le gouvernement dans le cadre de ce Hajj. Le dernier rendez-vous du grand format sera consacré aux discussions avec notre artiste de la semaine. Ce dimanche, c'est Madi qui sera avec nous. Cette voix de la musique béninoise connaît de succès et elle partagera avec nous ses petits secrets. Rendez-vous à ne pas rater donc. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer tous les dimanches pour vous informer dès qu'ils sont 13 h au Bénin. Alors si vous êtes prêts, le grand format, c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, 5 jeunes formés en fabrication mécanique, électricité, bâtiment et mécanique des engins. Une formation qui leur a été offerte par la Sobebra. À la fin, ils ont reçu leurs attestations comme vous pouvez le voir sur ces images. On en parle dans un instant. On parlera également de l'atelier de planification des activités des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. L'initiative répond à la mise en œuvre du programme d'appui à l'égalité du genre lancé en février dernier. Images et reportages à suivre. À suivre également le point des retrouvailles des femmes militantes du parti, les démocrates de la 19e circonscription électorale. Vendredi, elles ont bouclé en beauté le mois de mars par la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Le grand format chez vous, c'est tous les dimanches et on commence avec le journal. Sachez que la secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée du développement et de la francophonie et également des partenariats internationaux a achevé sa visite de travail au Bénin. Ce vendredi, son séjour a été clôturé par un déjeuner de presse organisé avec les médias béninois et français. À l'occasion, un point complet de sa visite a été consacré à la coopération culturelle et de la formation professionnelle a été fait. On retient qu'elle repart du Bénin satisfaite de sa visite. Chrysoula Zakharopoulou repart satisfaite des 2 jours de visite en terre béninoise. La secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, a pu redynamiser les relations franco-béninoises en termes de coopération culturelle. La formation professionnelle a eu aussi une place de choix dans les discussions menées avec les autorités béninoises. Tout d'abord, sur le plan culturel, on voit vraiment qu'après la restitution historique des 26 trésors royaux d'Abomey, une nouvelle page a été ouverte pour cette collaboration. Il y a alors une dynamique et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'enthousiasme sur ces sujets. Alors, bien sûr, il y a les chantiers en cours de la rénovation des 4 palais, de la construction du musée, de l'épopée des Amazones et des rois dits Dahomey à Abomey, sur lesquels on travaille à travers nos agences, l'AFD et l'Expertise France, et qui travaillent très très bien avec nos partenaires béninois. Il y a bien sûr, qu'on a pu voir hier, Monsieur le ministre, tous les projets sur les quartiers culturels et créatifs de Cotonou, que ça va être une vraie vitrine, pas seulement pour votre pays, mais aussi pour toute la région et pour le continent africain. On a beaucoup abordé la question de la formation professionnelle, qui est vraiment, et à juste titre, tient à cœur au président Talon. À la faveur de cette visite,
La secrétaire d'État française a rencontré le président de la République, Patrice Talon. Elle a également visité Porto Novo, la capitale, où plusieurs projets culturels sont mis en œuvre grâce à la coopération française. Ce qui réjouit le patron de la diplomatie béninoise. C'est une visite dont je suis particulièrement satisfait. C'est une visite qui a permis de redynamiser, si besoin en était, notre coopération avec la France et qui s'inscrit, comme vous le savez, dans la dynamique qui a commencé lors de la visite ici du président Macron le 27 juillet de l'année dernière, qui s'est poursuivie au mois de septembre lorsque, avec une délégation de ministres de la République, j'ai rendu visite à Madame la ministre pour le suivi. Quelles sont les nouvelles orientations politiques et sécuritaires? Dans les échanges avec les hommes des médias, Chrysoula Zakharopoulou et Aurélien Agbenonsi rassurent sur la qualité des relations diplomatiques entre les deux pays. Les bases sont bénéfiques pour les deux parties, que ce soit sur les questions sécuritaires qu'en termes d'investissement économique. Des jeunes béninois issus des milieux défavorisés formés en fabrication mécanique, électricité, bâtiment et mécanique des engins. Pendant plusieurs jours, ils ont passé leur temps dans les ateliers techniques de la Sobebra à la quête du savoir. Une formation couronnée par la remise d'attestation. Le reportage est signé à Surmokanya Songo. La société béninoise de brasserie aide 5 enfants issus de milieux défavorisés à obtenir leurs attestations professionnelles. En janvier 2020, grâce à l'ONG Citoyens des rues internationales Bénin, ils ont intégré les ateliers de formation de la société. Ils ont été alors formés en fabrication mécanique, électricité bâtiment et mécanique des engins de manutention. L'objectif de cette initiative citoyenne était d'encourager l'apprentissage du savoir-faire et l'acquisition de compétences afin d'inciter les jeunes à devenir des entrepreneurs qualifiés. Ils étaient tous des enfants en situation de rue et de vulnérabilité recueillis par l'ONG. Avec désormais leur formation professionnelle et leurs attestations en main, ils disent adieu à leur passé d'enfants de rue. Leur visage affiche satisfaction, comme chez les structures qui les ont accueillis et formés. Nous avons été formés au sein de la Sobebra dans différents corps de métier avec une prise en charge de nos besoins sur le plan sanitaire, alimentaire, sécuritaire et éducatif. Qu'importe le chemin parcouru, seule l'issue compte et nous réjouit ce soir. Si vous êtes parvenus à ce stade aujourd'hui, c'est grâce aux ingénieurs métiers et techniciens chevronnés qui ont d'abord cru au projet, qui ont accepté de vous accueillir et ensuite qui ont su avec la patience, la dextérité, vous transmettre leur savoir-faire. Notre objectif en accueillant ces enfants est de leur offrir un cadre sécurisé de protection, contribuer à leur réinsertion socio-professionnelle à travers des activités pédagogiques, socio-éducatives, un soutien psychologique et une orientation. Ce sont là 5 enfants soustraits de situations difficiles. Ils sont désormais utiles à la société et mieux encore à la municipalité pour participer au développement de la nation. Je suis fier que vous ayez fait le choix de vous impliquer, de servir pour le développement de notre pays et de nos entreprises. Nous avons besoin de votre jeunesse pour aller de l'avant. La Sobebra est l'un des grands contributeurs privés nationaux. Elle emploie près de 1000 personnes. Sa vocation d'entreprise citoyenne est de former dans des ateliers techniques des jeunes béninois en situation difficile. Un nouveau bureau direct de plus pour la compagnie Sounou Assurance IARD Bénin pour être plus proche de sa clientèle. Elle est désormais présente au quartier Gbedjiro-Médé à Cotonou. Ce nouveau bureau, doté d'une équipe de professionnels qualifiés, a été mis en service jeudi dernier en présence de quelques clients et partenaires qui sont les bienvenus dans les locaux du bureau.
Bienvenue dans les locaux du nouveau bureau direct de la compagnie Sunu Assurance IARD Bénin, situé en plein cœur du quartier Gbedjomende à Cotonou. À travers l'ouverture de ce site, la filiale d'assurance dommages ou encore assurance non-vie Sunu Assurance IARD entend offrir à sa clientèle et ses partenaires un service de qualité et de proximité. Pour les responsables du groupe Sunu, le bureau direct de Gbedjomende constitue le carrefour des activités commerciales de l'entreprise. Ceci pour répondre avec promptitude aux besoins de la population. Je peux vous garantir que tout a été pensé minutieusement pour vous offrir non seulement un espace, mais aussi et surtout une équipe de professionnels qualifiés pour anticiper et répondre aux besoins de la clientèle. Nous vous exhortons donc à vous rapprocher de nous autant de fois que nécessaire, car nous avons incontestablement le bon profil pour vous accompagner. Sunu Assurance est une compagnie dont j'ai fait la découverte il n'y a pas longtemps, mais j'avoue que j'apprécie leurs prestations, surtout à l'inauguration tout à l'heure, après la visite. Je vois que c'est une compagnie qui est bien organisée. L'organisation interne est bien au pic et j'approuve. Et sincèrement, je serai chargée de parler de Sunu Assurance à tous mes proches. Dévoilé au public, le nouveau bureau direct de Sunu Assurance IARD Bénin offre à sa clientèle et partenaires une panoplie de produits innovants et accessibles à toutes les bourses. Dans cet espace, conseil résolument moderne et convivial, vous pouvez désormais vous renseigner ou souscrire aux produits d'assurance dommages tels que l'assurance multirisque habitation, l'assurance multirisque professionnelle, l'assurance responsabilité civile, l'assurance tout risque chantier, l'assurance individuelle accident, l'assurance voyage, l'assurance transport de marchandises, l'assurance santé flexible très innovante dénommée Flex Santé, l'assurance automobile, l'assurance crédit caution, pour ne citer que ces produits. Créé en 1999, Sunu Assurance IARD, le numéro 1 en termes de règlement de sinistre, a désormais à son actif 2 bureaux directs et une vingtaine d'agences générales à travers tout le territoire national. Avec Sunu Assurance IARD, vos biens sont protégés et vos déplacements sécurisés. Je vous l'annonçais en titre, la mise en œuvre du programme d'appui à l'égalité de genre lancé en février dernier se poursuit jusqu'en juin 2026. Pour sa réalisation SAFAI, un atelier de planification des activités des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales de la microfinance a été organisé. La rencontre a regroupé les chefs des centres de promotion sociale, ceux des services de planification des affaires administratives et financières. Imet Elena Moussou, reportage. Lancé officiellement le 28 février dernier, le projet a démarré depuis juillet 2022 et va s'achever en juin 2026. Pour cette première phase, le programme d'appui à l'égalité du genre vise à renforcer la dynamique de la promotion et protection de la femme au Bénin. Il est mis en œuvre grâce à l'appui technique et financier de la coopération suisse. La question de l'égalité de genre, équité sociale, égalité hommes-femmes devant la loi, est une question transversale pour les programmes du Bureau de la coopération suisse. Mais c'est aussi une question spécifique quand on se rend compte des disparités et la profondeur des écarts. C'est pourquoi la Suisse, depuis plusieurs années, finance des programmes spécifiques genre au Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à un nouveau programme d'appui à l'égalité de genre qui fait suite au RECAFEM sans être RECAFEM. Nous avons dû développer des argumentations pour montrer qu'on doit continuer. Cet atelier est le cadre choisi pour présenter aux acteurs impliqués les nouvelles possibilités d'action qu'offre le projet. Les assises sonnent aussi la mobilisation des structures déconcentrées en vue de définir les activités à exécuter en lien avec la thématique prioritaire du programme. Je me réjouis sincèrement du choix porté sur mon département pour abriter les travaux de cet atelier parce que le département du Zou
est l'un des départements du Bénin les plus touchés par les violences basées sur le genre. Les statistiques issues de Sidofé Nouvelle Génération indiquent 1168 cas de violences basées sur le genre reçus dans nos structures de prise en charge en 2022. On peut dire que le programme d'appui à l'égalité du genre vient en appui à toutes les initiatives de promotion du genre, puisque son deuxième outcome accorde une importance capitale à la qualité des services sociaux que nous offrons à nos cibles. Il vise en effet des approches innovantes de renforcement des capacités des acteurs que nous constituons. De ce nouveau partenariat, nous avons convenu une vingtaine d'activités à exécuter tout au long de l'exercice 2023, avec l'implication des directions centrales, techniques et déconcentrées du ministère, avec un accompagnement financier estimé à 445 millions de francs CFA. Pendant 2 jours, les chefs des centres de promotion partenaires ainsi que ceux des services de planification, des affaires administratives et financières auprès des directions départementales, des affaires sociales et de la microfinance et bien d'autres cadres invités ont eu droit à plusieurs communications, lesquelles ont permis de présenter les objectifs du programme, de même que les modalités de son exécution. D'un atelier à un autre, on va parler cette fois-ci de celui qui a réuni les maires, secrétaires exécutifs et les trésoriers communaux des 13 communes des départements de l'Atakora et de la Donga. Ils se sont retrouvés à Natitengo pour échanger sur les questions liées aux composantes, domaines d'intervention et approches de mise en œuvre du projet dénommé Cohésion sociale des régions du nord du golfe de Guinée. Il s'agit donc de mieux présenter le projet à ses différents acteurs. Reportage signé Régis Hippolyte Agosso. Améliorer la collaboration régionale et ainsi renforcer la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières vulnérables dans les régions cibles du nord des pays du golfe de Guinée exposés à la fragilité, aux conflits et aux risques climatiques. Voilà l'objectif du projet Cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO, qui réunit en atelier ce vendredi à Natitengo, maires, SE et trésoriers communaux des départements de l'Atakora et de la Donga. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de ce projet qui met à disposition des ressources et des ressources qui vont être utilisées à près de 75% par les budgets communaux. Les ressources vont passer par ce circuit pour atteindre les communautés. Et les communautés, c'est vraiment niveau village, où les investissements un peu plus structurants vont être mis en place sur la base des besoins exprimés par les communautés qui sont des communautés souvent ou agricoles et d'éleveurs souvent, ou les deux à la fois. Donc les investissements vont prendre ce circuit-là. Le projet COSO est mis en vigueur depuis le 20 septembre 2022 pour une durée de 5 années. Il était donc important de prendre contact avec les différents acteurs de sa mise en œuvre dans les communes bénéficiaires, d'où cet atelier. Nous avons réuni ici les acteurs concernés, c'est-à-dire les maires des communes des 2 départements Atakora et Donga, les SE, c'est-à-dire les secrétaires exécutifs, et puis les trésoriers communaux, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils se familiarisent avec le circuit de ce type de financement, et qu'ils comprennent également comment le maillage a été fait, comment on a sélectionné, comment on a pris en fait certains arrondissements dans des communes, pas d'autres, et comment est-ce que les ressources ont été surtout allouées. Pour les maires et leurs collaborateurs, COSO est venu à point nommé dans un contexte où les communes ont besoin d'un coup de main. C'est un atelier que nous attendions et dans la mesure où ça nous permet également de mieux comprendre les objectifs du projet, de mieux comprendre les modalités de priorisation des villages, des arrondissements et également les conditions ou les modalités qui ont prévalu à l'attribution des ressources qui sont annoncées pour les communes. Nous promettons de nous inscrire dans les orientations qui seront données par les responsables de ce projet-là, afin de sa mise en œuvre efficace. Et nous comptons mobiliser nos communautés afin que
d'elles-mêmes partent des projets de développement qui vont davantage impacter le quotidien de nos populations. Les préfectures de la Takora et de la Donga se disent prêtes à accompagner les communes dans la réalisation des actions soutenues par le projet COSO. Je voudrais rassurer les communes, au nom de Madame le Préfet, de la disponibilité des cadres de la préfecture à accompagner ce projet, aussi bien dans le département de la Takora que de la Donga. Plusieurs communications ont été données afin de mieux expliquer aux participants les composantes, les domaines d'intervention et les approches de la mise en œuvre du projet COSO, financé à 90 millions de dollars. Avant de passer à la deuxième partie du grand format, sachez que les femmes militantes du Parti Les Démocrates de la 19e circonscription électorale ont célébré vendredi en différé la journée internationale des droits de la femme. Elles avaient à leur côté pour la circonstance les députés Michel Sodjinou et Hakim Radji ainsi que les responsables du parti dont le président Éric Houndété et le vice-président Nourenou Achade. Le reportage est signé Emma Rodono. Journée internationale de la femme, l'événement n'est pas passé sous silence au niveau des femmes du Parti Les Démocrates de la 19e circonscription électorale. Sous le leadership des députés Michel Sodjinou et Hakim Radji, elles ont été ici célébrées et magnifiées pour leur rôle dans la société et plus spécifiquement au sein du Parti Les Démocrates. Pour cette édition, nous avons choisi de nous unir autour du thème « Le leadership féminin à l'épreuve des barrières sociales et politiques ». Ceci en tenant compte de l'importance pour nous, femmes, de briser une fois encore la barrière face aux pesanteurs sociologiques ou la participation des femmes aux activités politiques qui, depuis la nuit des temps, est resté un tabou. Aux nombreux obstacles, elles ont brisé le plafond de verre. Elles sont de plus en plus nombreuses à occuper les places jusque-là réservées aux hommes. Pour exemple, notre candidate aux élections présidentielles de 2021, Madame Madougou Rekiat. Cette année, 8 femmes démocrates au Parlement. Et bientôt, elles seront dans les conseils communaux de notre pays. Tout en saluant les mérites de ces femmes démocrates qui militent à leur côté, Michel Sodjinou et Hakim Radji les ont invités à davantage se mobiliser pour prendre toute leur place dans les sphères de décision. Sans la femme, il n'y a pas simplement de vie. Donc, nous ne pouvons pas faire sans vous. Et l'assurance que moi je viens vous donner ce matin, c'est de vous demander de vous remettre davantage au travail. Aujourd'hui, au niveau du Parti Les Démocrates, nous avons 7 députés femmes. Notre souhait est d'en avoir plus en 2026. Pourquoi pas 15, pourquoi pas 20? Et pour y arriver, c'est le travail. Et le travail bien fait, dans l'amour et dans la concorde. Le même appel a été lancé par le président Éric Houndété qui a pris une part active à la célébration. Nous n'allons pas nous contenter de 24 places dédiées aux femmes. Il faut que des femmes viennent bousculer dans les circonscriptions. Je veux être tête de liste. Je ne veux pas être bonus. Non, je veux être tête de liste. Mais attention, ça demande du travail. Ça demande de l'engagement. Je vous dis que c'est possible. S'il y a des hommes qui décident et qui le font, c'est que des femmes peuvent décider et le faire. Est-ce que je peux compter sur vous, mesdames? Ça veut dire que nous prenons le pari 2026, pas sans nous les femmes. C'est ça? 2026.
Voilà, quelques soucis avec cet élément sur lequel nous allons revenir dans nos prochaines éditions, si tout va bien. Et c'est justement sur cet engagement des femmes militantes du Parti Les Démocrates que prend fin la première partie du grand format. C'était le point de l'actualité chez vous. Dans la suite, la page invitée, on va parler d'abord de la rentrée politique de l'Alliance des Forces Nouvelles. Le grand rendez-vous donc est prévu dans la deuxième quinzaine de ce mois d'avril. C'est le président de ce courant politique qui vient nous en donner quelques précisions. L'entretien avec Alain Afedio, c'est juste après la pub. Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benin Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Bénin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Bénin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Bénin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. On peut bien faire de la politique au Bénin et rester digne sans vendre son honneur et ses valeurs essentielles. C'est ce que pensent les jeunes qui constituent le courant politique appelé l'Alliance des Forces Nouvelles. Ils se sont donné rendez-vous à Boycon dans les jours à venir pour mieux définir les nouvelles orientations de leur creuset. Le président est avec nous ce dimanche sur le plateau du grand format. Alain Afedio, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi et dans quelles circonstances l'Alliance des Forces Nouvelles est-elle mise en place? Merci beaucoup, monsieur Idrissou Boukari. Quand nous avions créé et structuré notre groupe de presse, l'idée c'était d'informer objectivement et aider ceux qui n'ont pas les moyens de communiquer à avoir aussi droit donc, au service de presse. Parce que vous savez, dans nos diverses rédactions, lorsque vous voulez communiquer, vous mettez le prix. Et donc ceux qui n'ont pas les moyens de mettre ce prix-là sont les plus nombreux si nous nous référons à la définition des Nations Unies qui considère le pauvre comme quelqu'un qui vit à moins d'$1 par jour. Donc cela nous a inspiré à créer ce qu'on appelle l'association Presse pour les pauvres pour contribuer
résoudre donc un peu ce problème-là. Pour in fine contribuer surtout à remplir efficacement l'agenda 2030 qui n'est rien d'autre que éradiquer la pauvreté à cet horizon-là. Donc quand nous avons créé l'association Presse pour les pauvres, nous faisons régulièrement du travail de terrain. Et c'est le lieu de remercier Canal 3 qui nous a beaucoup accompagnés dans cette dynamique-là. Et donc, je dis, nous faisons les visites de terrain pour aller donner la parole à ceux qui n'ont pas les moyens de communiquer, comme le stipulait si bien les autorités de notre association. Alors, au détour d'un voyage de terrain, d'une visite de terrain, dans un village qu'on appelle Yanli, dans la commune de Wahi, nous avions voulu tester l'impact du programme qu'on avait appelé microfinance au plus pauvre sur les communautés à la base. Et grand a été notre étonnement de constater que, à la question de savoir l'impact de ce programme sur les populations, que ces populations-là nous disent clairement que leur priorité n'était pas en ce moment les microfinances aux plus pauvres, que leur priorité c'était d'abord l'accès à l'eau potable. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que si vous êtes décideur ou alors si vous êtes un homme politique et que vous aspirez à diriger un pays, vous avez donc développé un programme de développement et que votre désir c'est d'impacter, si vous êtes dans votre bureau et vous dites par exemple, je vais donner de l'argent, je vais mettre en place un programme micro-crédit aux plus pauvres dans une communauté pour pouvoir les impacter, peut-être que vous n'avez pas résolu leur problème. Vous voyez, donc pour élaborer une politique de développement, il faut créer une forme de partenariat entre les populations à la base et donc ceux qui doivent leurs réels besoins. Parce que tout projet de société devrait pouvoir prendre en compte les priorités à la base de ces populations-là. Sinon, cela n'aurait pas d'impact. Vous voyez. Et donc, ce constat-là nous a permis de dire qu'il faut rapidement mettre en place donc une forme de partenariat, parce que maintenant il faut passer au volet politique. Du volet social, nous l'avons passé au volet politique. Alors donc nous avons mis en place nous avons créé ce qu'on appelle le partenariat pour le développement du Bénin, qui est cette fois-ci une organisation politique, mais qui a pour mission surtout donc de prendre en compte les besoins réels des populations pour pouvoir élaborer une politique de développement adapté à ce contexte-là, parce que nous avons l'ambition de pouvoir contribuer à développer le pays politique, par la politique. Quand nous l'avions fait, nous avons élaboré un document que nous avons intitulé « Les défis que nous voulons relever ». Lorsque nous avons vulgarisé ce document, beaucoup se sont intéressés à nous. Beaucoup ont voulu partager donc cette vision avec nous. Mais ils ont émis le besoin de ce que nous puissions véritablement nous mettre en alliance pour rester dans la logique de Henry Ford. Vous voyez. Et donc, à la faveur de la rupture, nous l'avons mis en place avec ces personnes-là, l'Alliance des Forces Nouvelles, qui est en réalité un courant politique que nous voulons vraiment animer pour, in fine, donc, remplir les formalités pour devenir donc. Et quelle est concrètement sa vision? Sa vision, c'est de faire revenir en politique les valeurs d'éthique et de conviction. Quand vous prenez aujourd'hui les jeunes qui aspirent à faire de la politique, il y a beaucoup qui se dédisent. Et ça ne donne pas une très bonne impression. Il faut absolument que l'éthique, la morale et la conviction puissent venir. Je suis dans une organisation, je suis là parce que j'ai des raisons d'être là. Je ne quitte pas l'organisation parce que ça ne tourne pas encore bien, et parce qu'il y a beaucoup plus d'argent ailleurs. Je ne quitte pas comme ça. Vous voyez, moi je vais vous donner un exemple. Quand le président Yahi Boni était là, beaucoup étaient Foscori pour un Bénin émergent. Beaucoup ont suivi le projet de société du candidat Zissou, qui était le candidat du camp Yahi. Quand le président Talon est arrivé, les gens commençaient par dire à la télévision, on a vu les gens dire qu'ils sont là pour accompagner les réformes du chef de l'État. Les réformes qui n'ont même pas contribué à élaborer pour pouvoir donc mieux les appliquer avec le président. C'est de l'opportunisme politique, c'est de la marchandisation. Et ça, il faut travailler à éradiquer, sinon à améliorer cette façon de percevoir, donc de concevoir la chose politique. Et comment vous pouvez changer tout ça? Parce que les jeunes ont besoin de l'argent quand même pour survivre. D'abord, pour faire de la politique, moi je dis, il faut avoir son gagne-pain. Vous ne pouvez pas vous nourrir de la politique.
la politique peut vous aider à améliorer votre condition de vie. Parce que je vous connais, par exemple, si nous sommes dans les mêmes groupes, il m'est plus loisible donc de vous poser mes problèmes. Mais je ne peux pas dire maintenant, je suis dans un parti politique pour gagner de l'argent et nourrir ma famille. Non. Quand c'est comme ça, on ne peut jamais avoir donc de la conviction. On ne peut pas avoir une idéologie. Aujourd'hui, il faut former les gens, il faut aller conscientiser les jeunes par rapport à des notions idéologiques. C'est très important. Tous ceux qui ont dirigé le monde et qui ont eu du parcours politique se sont focalisés donc, sur une idéologie. Donc nous allons beaucoup informer, former et conscientiser les jeunes et ça va se faire parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent militer, mais militer autrement. Parce qu'il faut lutter contre la plutocratie. Alors, en attendant la précision de la date, le lieu est connu, c'est à Boycon, l'Alliance des Forces Nouvelles. Il va effectuer sa rentrée politique. Sous quel signe cette sortie est-elle placée? Je vous l'avais déjà dit, c'est sous le signe de l'éthique et de la conviction. Il n'y a pas autre chose parce que moi, je suis né dans une famille où la conviction est de mise. C'est-à-dire que je ne peux pas, un jeune, on ne peut pas m'acheter avec de l'argent. Et c'est impossible. Moi, quand je suis dans une vision, je travaille pour l'amélioration de la vision. Et en plus de ça, je ne suis pas pressé. Vous savez, on ne devient pas politicien comme ça. Il faut un parcours. Vous savez, il faut un parcours politique. Les gens, aujourd'hui, au détour d'une élection ou bien donc d'une nomination, créer quelque chose, et commencent par faire des déclarations hasardeuses et puis donc se disent, c'est pas de ça qu'on parle. Il faut avoir de la vision, il faut se former, il faut lire, il faut trouver des leaders qui inspirent. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont les activités qui seront déroulées pendant les assises de Boycon? D'abord, nous avons des coachs, nous avons prévu des coachs qui viendront développer donc, des termes autour donc, de l'éthique et du militantisme, la notion de l'État. Et quand on parle de partenariat public-privé aujourd'hui, de quoi cela retourne? Quelles sont les compréhensions que le peuple doit avoir, les jeunes doivent comprendre, les acquis de la conférence nationale? Aujourd'hui, vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas la conférence nationale. Il y a des gens qui ne savent même pas tout ce qu'il y a eu sous la gouvernance Soglo. C'était le premier président après la conférence. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc il faut qu'on forme les gens pour que les gens puissent savoir que ce qui a été la porte d'entrée de la démocratie au Bénin, c'est la conférence. Et si les gens savent, tous ceux qui ont travaillé dans ce sens-là, pour que nous en arrivions là, je pense que tout ce qui a été fait, les gens qui ont donné de leur vie pour qu'on y arrive là, alors donc je pense que ça pourra changer un peu donc la mentalité donc des jeunes. D'accord. À cette occasion, vous allez revoir la base de votre organisation. Que va-t-il changer? Non, nous avons deux options. Si les gens décident que nous nous conformions pour devenir une formation politique, c'est là où nous allons prendre la décision. Ensuite, si cette option n'est pas prise, alors il va falloir donc nous fédérer à une formation politique qui partagerait cette fois-ci les mêmes visions que nous. Vous voyez, donc c'est tout ça, nous allons débattre de tout ça donc, au cours des assises. Alors, les jeunes qui ont envie d'appartenir à ce courant politique, que peut-ils faire? Ce qu'ils doivent faire, ils doivent d'abord écrire au bureau pour pouvoir être acceptés. En plus, donc, ils doivent savoir que s'ils viennent, ils sont obligés donc, de souscrire, de cotiser. Parce que nous n'avons pas les gâchettes magiques pour produire de l'argent. Donc ils sont obligés. Donc si quelqu'un accepte de venir, la personne doit pouvoir accepter, donc souscrire. Donc un droit d'adhésion et en toute transparence et tout ce qu'il faut. D'accord. Vous attendez sans doute imprimer un nouveau modèle politique au Bénin, une autre façon donc de penser le développement. Est-ce que vous avez des leaders sur le plan international, sur le plan mondial, africain et même béninois qui vous inspirent ces idéologies? Bien sûr, bien sûr. Sur le plan international, le premier qui m'inspire le plus, c'est le président Lula. Lula, qui a lancé ce qu'on appelle l'initiative Fin Zéro. Et cette initiative fait 4 écoles aujourd'hui dans le monde entier. Lula n'est pas un universitaire, c'est un ouvrier qui s'est battu pour la cause des ouvriers. Et aujourd'hui, quand vous prenez le parti des travailleurs du Brésil, ce parti est bien enraciné. Sinon, Lula ne reviendrait pas. De la prison, il est passé à la présidence de la République. Malgré tous les moyens que le parti au pouvoir avait, Bolsonaro, on a déployé les pasteurs, les moyens, tout et tout, il a été élu. La deuxième chose, c'est quoi? Lula parle donc de faire le combat pour la protection de l'environnement, la lutte pour les changements climatiques.
pour le dérèglement climatique. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la COP, désormais, il faut faire la COP en Amazonie. Parce que c'est là où il y a les problèmes, réellement liés au changement, au dérèglement climatique. Donc c'est un leader visionnaire qui pense donc au bas peuple, qui pense au devenir, qui pense à la génération montante, parce que se battre pour le climat, c'est travailler pour demain. Vous voyez. Donc ce leader, Lula, m'inspire très bien. Et d'ailleurs, quand il a été élu, j'ai adressé donc un courrier de félicitations par le biais de son assistante pour lui dire que donc, nous étions vraiment disposés donc, à travailler, à partager la vision donc, du parti, les travaillistes, donc les travailleurs donc, du Brésil. Le deuxième leader, c'est Obama, un Afro-Américain qui est parti de rien du tout, mais qui a eu l'oratoire, qui a eu les outils, qui lui ont permis d'être à ce niveau, de devenir président des États-Unis. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait, mais il en est arrivé là. Il a bien géré, il a fini, donc ses 2 mandats, il est parti. Donc ce leader m'inspire. La troisième personne, c'est Nelson Mandela. Pour ce qu'il a été, et pour me répéter, pour ce qu'il a été pour l'Afrique. Il a lutté contre la persécution. Parce que lutter contre l'apartheid, c'est lutter contre la persécution. Donc, et Nelson Mandela l'a fait. Et en plus de ça, sa grandeur d'esprit m'intéresse. Parce qu'il a fait un mandat. Il pourrait faire 10, parce que pour avoir fait la présidence pendant 28 ans, il pourrait s'éteindre le pouvoir. Il a fait juste un mandat, il dit, c'est fini, je passe la main, parce que mon problème, ce n'était pas forcément de m'éterniser en politique, mais c'était de lutter pour une cause. Et son objectif a été atteint, il est parti. Donc voilà un leader qui m'inspire très bien. La quatrième personne, c'est le général Mathieu Kérékou, pour avoir accepté les conclusions de la conférence nationale. Parce que donc c'était pas évident. S'il n'avait pas accepté les conclusions de la conférence nationale, alors qu'il en avait tous les moyens, nous n'aurions jamais eu la démocratie, nous n'aurions jamais eu les droits de l'homme, nous n'aurions jamais connu tout ce que nous avions connu. Et il a appliqué la Constitution, il a fait ses 2 mandats et il est parti. Donc ce leader-là m'inspire. Voilà les 4 leaders. D'accord. On va finir avec peut-être éventuellement votre message à l'endroit des militants donc, de votre creuset courant politique qui vont se retrouver dans quelques jours à Boycombe. Oui. Non, je n'ai pas autre message. Le message, donc d'abord, je voudrais les saluer pour ce que ces militants font déjà, parce que beaucoup s'échinent pour que nous puissions atteindre notre objectif de rallier tout au moins 1 million de Béninois à notre cause et que les 1 million donc, acceptent de souscrire pour 1000 francs. Donc cela évolue très bien et tous ceux qui y travaillent, je les félicite pour ce qu'ils font déjà et je salue leur engagement politique, leur niveau donc, de stabilité, je salue tout ça. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que nous allons travailler ensemble pour préserver notre dignité tout en faisant la politique. Parce que faire de la politique ne suffit pas donc perdre sa dignité. Nous avons une génération qui doit pouvoir s'inspirer de nous comme des modèles. Et pour ce faire, il faut absolument que nous puissions garder une certaine ligne qui, demain, fera aussi donc cas d'école. Merci à vous, Monsieur Alain Afedjou, président de l'Alliance des Forces Nouvelles. Très bonne journée à vous. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, on va changer de sujet, d'invité aussi. Après la politique, on va parler religion avec les préparatifs du Hajj 2023. Quelles sont les formalités à remplir et comment les convoyeurs se préparent-ils pour réussir cette édition? Si vous voulez le savoir, restez avec nous. On se retrouve juste après ceci. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Fini
Fini avec les soucis de vol et intrusion intempestifs. Benet Tracking Security vous offre son système anti-intrusion, extrêmement efficace contre toute intrusion malveillante, muni de détecteurs d'ouverture et de mouvement. Avec notre anti-intrusion, vous êtes relié à notre salle de contrôle unique au Bénin, qui reçoit automatiquement l'alerte et diligente la riposte grâce à notre unité d'intervention rapide et aux forces de sécurité publique. Adoptez notre système de tracking et de géolocalisation qui vous permet de localiser votre véhicule en temps réel au Bénin, comme dans toute la sous-région ouest africaine. Benin Tracking Security, c'est aussi la vidéosurveillance avec des caméras d'une qualité irréprochable, le contrôle d'accès d'ouverture et de présence très efficace, mais également un système anti-incendie avec des détecteurs de fumée ultra performants. Benin Tracking Security, nous réinventons la sécurité. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau du grand format pour la suite de notre aventure. Dans une quinzaine de minutes, Nazer Vikou sera sur ce plateau pour le décryptage de l'actualité nationale. Mais avant, nous allons parler Hajj 2023. Monsieur Jamaldine Dissou, bonjour. Bonjour, monsieur Buhari. Alors, vous êtes le directeur général de la société Al-Ihsan Hajj Tour, l'une des 27 sociétés agréées par le gouvernement dans le cadre du Hajj 2023. D'abord, comment ces sociétés ont-elles été retenues? Merci, M. Buhari. En 2020, le gouvernement a initié des réformes dans l'organisation du Hajj. Et ces réformes ont abouti à la prise d'un décret qui fixe les conditions d'organisation du Hajj au Bénin. Et dans ce décret, le gouvernement a confié aux sociétés agréées privées, d'accomplir les formalités pour les pèlerins. En gros, de faire l'assistance aux pèlerins dans le cadre de l'organisation du Hajj. Et ces sociétés ont été recrutées selon un processus qui a démarré en mars 2021, où un appel à candidature a été fait. À la suite de cet appel, 27 sociétés ont été agréées, dont notre société. D'accord. Alors, quel est le rôle des convoyeurs dans le cadre donc, du Hajj? Oui, justement, ces réformes ont changé la vision du Hajj. Nous ne parlerons plus désormais de convoyeurs, mais nous parlerons plutôt de prestataires du Hajj. C'est ça. Et dans les missions qui sont confiées à ces sociétés, on a premièrement l'assistance pour les formalités de délivrance des autorisations de sortie et d'entrée en Arabie Saoudite. En gros, il s'agit de quoi? Nous devons assister les pèlerins pour l'obtention des passeports, pour des certificats de santé médicale et puis pour l'obtention de visas pour entrer au Royaume d'Arabie Saoudite. Ensuite, nous avons comme charge à fournir l'organisation et le paiement des frais de voyage, de transport aérien. Ensuite, l'organisation et le paiement des frais d'hébergement dans les résidences en Arabie Saoudite, l'organisation et le paiement des frais de restauration. Et enfin, nous avons l'obligation de fournir des services pour la sécurité et la prise en charge de la santé des pèlerins en Arabie Saoudite. D'accord. Alors, le quota pour le Bénin cette année, c'est 4600. Pensez-vous que c'est suffisant avec la demande que vous recevez très souvent? Tout à fait, M. Buhari. Quand on se réfère au quota à l'ESI 2022, le quota donné au Bénin, c'était un quota réduit d'environ 2080. Et cette année-là, nous avons constaté que tous les candidats au pèlerinage n'ont pas pu effectuer le Hajj parce que le quota n'était pas suffisant. Okay. Donc, naturellement, on peut se poser quelle question. Mais cependant, hormis cette année, si nous nous référons aux années d'avant Covid, c'est-à-dire les années 2017, 2018, 2019, nous avons constaté qu'au Bénin, environ en moyenne, de façon empirique, 2500 à 3500 pèlerins ont effectué le Hajj au cours de ces années. Mais
on peut redouter qu'il y a cette année aussi que tous les candidats ne puissent pas effectuer le Hajj. C'est pour cela que moi je voudrais exhorter les pèlerins d'aller vite réserver leur place, de s'inscrire, de ne pas attendre les derniers moments. Parce que de plus en plus de personnes veulent faire le Hajj. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour s'inscrire. Allez vite, le Hajj a été lancé, donc il est temps encore que les gens s'inscrivent et ne pas venir au dernier moment. Au cas où les convoyeurs ont plus donc de candidats que le nombre fixé, quelle est souvent la procédure de traitement ou bien de tri des candidats? La procédure est très claire. Hein. Pour l'ensemble des acteurs, c'est le premier pays, premier servi. Maintenant, il appartient au gouvernement de demander si vous veut prendre en compte les candidats qui ne pourront pas être pris en compte dans le quota actuel, de négocier avec la partie saoudienne pour l'augmentation du quota. Mais ce que moi je peux dire, ce que je peux recommander aux pèlerins maintenant, aux candidats au pèlerinage, c'est d'aller vite s'inscrire et d'assurer leur place, de réserver leur place. C'est très important. Alors pour participer au Hajj cette année, il faut débourser une somme de 3 500 000 francs CFA. Quel est le contenu de vos offres? Le montant de 3 500 francs tel qu'il a été édité est un montant qui correspond à un package standard, c'est-à-dire un package de base d'un pèlerin qui voyage en groupe. Et ce package comprend en gros les frais de transport. Il faut se rendre en Arabie Saoudite, il faut prendre l'avion. Ensuite, les frais de transport, il y a les frais d'hébergement, les frais de restauration, les frais d'hébergement, quand je disais hébergement à la Mecque et à Médine. Et il y a aussi les frais d'hébergement sur les sites religieux, les sites où les rites se déroulent. Et ces frais-là constituent un montant très important. Enfin, nous avons aussi les frais de transport interurbain, les déplacements à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, entre Médine et la Mecque, entre la Mecque et Jeddah, et aussi à l'intérieur des sites des rites religieux. Donc voilà en gros ce que contient ce montant de 3 500 000. Ce montant de 3 500 000 peut paraître un peu élevé, mais quand nous regardons un peu dans la sous-région, nous constatons que le Bénin est bien placé, à part la Côte d'Ivoire, où le prix est à 2 000, parce que c'est un Hajj subventionné, et le Nigeria, et aussi qui est un Hajj subventionné. Dans les autres pays, tous les montants sont supérieurs à 3 500 000. Alors pourquoi nous n'avons pas, au Bénin, nous n'avons pas un Hajj subventionné également? Ça c'est une question qu'il faut adresser au gouvernement, au président de la République, qui, selon sa politique, peut estimer apporter une aide aux pèlerins béninois. Et il peut le faire s'il le souhaite sans doute. Et justement, quelles sont les réformes engagées engagées par le gouvernement cette année pour faciliter la tâche aussi bien aux pèlerins qu'aux convoyeurs, aux prestataires, vous avez dit? Oui, aux prestataires, puisque le mot convoyeur ne sied plus. Justement, le gouvernement a engagé des réformes pour pouvoir permettre aux pèlerins de faire un Hajj apaisé, pour que le pèlerin soit bien traité. Alors, le nouveau cadre, si je veux le schématiser, est ceci. Nous avons vu que les services à fournir dans le cadre du Hajj, c'est les services de transport aérien, services d'hébergement et services de restauration de façon globale. Alors, il y a des fournisseurs de ces services-là qui interviennent comme acteurs. Il y a les pèlerins qui souhaitent effectuer le Hajj, qui veulent bénéficier de ces services-là. Alors, entre ces deux acteurs, le gouvernement se passe entre les fournisseurs et les sociétés agréées. Donc c'est le gouvernement qui traite avec les fournisseurs. Donc on peut considérer comme le gouvernement agit comme un opérateur touristique qui va acheter les packages chez les fournisseurs et les revend aux sociétés agréées qui à leur tour le revendent aux pèlerins. Donc il y a 4 acteurs. Au début de la chaîne, nous avons les fournisseurs de services. Ensuite, nous avons l'État. Après l'État, nous avons les sociétés agréées. Et enfin, nous avons les pèlerins qui traitent directement avec les sociétés agréées et l'État qui traite directement avec les fournisseurs de services Hajj. Alors, cette année, la limitation d'âge à 65 ans est levée. Mais quelles sont les difficultés actuellement, les difficultés auxquelles sont confrontés les prestataires? Merci, M. Boukari. Par rapport à l'année 2022, où il y avait une limitation spéciale due à la sortie du Covid, où il y avait 65 ans maximum pour pouvoir effectuer le Hajj. Il y avait aussi une autre exigence qui n'est pas encore enlevée,
c'est l'exigence de la vaccination contre la Covid-19. Et ça, nous redoutons encore cette exigence, si elle est maintenue. Par exemple, les enfants de moins de 12 ans ne seront pas éligibles pour faire le Hajj, si cette restriction n'est pas levée. Parce que l'année dernière, nous avons constaté que l'exigence de cette vaccination a empêché que les enfants de moins de 12 ans puissent effectuer le Hajj parce qu'ils n'avaient pas le certificat requis. Alors, notre gouvernement ne permet pas encore, n'a pas permis que les enfants de moins de 12 ans soient vaccinés. N'ayant pas de vaccin, on ne peut pas effectuer le Hajj. Nous espérons peut-être que d'ici là, les autorités saoudiennes reviennent sur ça et que les exigences de vaccination ne soient plus de mise. Alors, donc voilà une principale difficulté que nous avons. Et puis l'autre difficulté, c'est que les pèlerins, le Hajj a été lancé le 15 mars et nous voulons inviter les pèlerins à vite s'inscrire parce que l'année dernière, nous avons constaté qu'à la fin, beaucoup de gens se sont bousculés mais n'avaient plus de place et nous ne voulons pas retirer cette opération-là. Il vaut mieux s'inscrire très tôt pour réserver ces places. Alors, la procédure d'obtention des passeports biométriques a démarré depuis le jeudi 30 mars. Quelles sont les plateformes ouvertes à cet effet et comment y accéder? Merci beaucoup. Dans la procédure, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. À ce niveau, je voudrais citer un certain nombre de dispositifs déjà en cours ou bien à venir. Il s'agit notamment la mise en place d'un guichet dédié au traitement accéléré des demandes de délivrance des actes de naissance avec l'ANIC. Et nous voulons féliciter le gouvernement pour cela. La mise en place d'un guichet dédié à la facilitation fast booking. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire établir un passeport, vous devez faire une demande en ligne et rentrer dans la queue. Aujourd'hui, le gouvernement a accepté notre doléance d'avoir un guichet spécial pour les demandes de visa sans délai. Donc, les candidats, lorsque nous les accompagnons, nous pouvons avoir des délais assez rapprochés. Après cela, le gouvernement aussi a mis en place une facilitation d'enrôlement des pèlerins de façon itinérante. Donc la mission est déjà déployée depuis le 30 mars sur le territoire béninois dans un certain nombre de communes du Bénin où ces missions itinérantes-là vont recueillir les demandes de tous les candidats aux pèlerins. Cette mission-là dure 1 mois. Après cela, tous les autres pèlerins qui ne se sont pas déplacés dans ce moment-là pourraient toutefois venir toujours à Cotonou pour se faire établir les passeports. Alors, quand on parle des TIC, il y a des pèlerins qui viennent donc des milieux ruraux. Comment peuvent-ils s'en sortir? Pas de souci. Dans ma présente analyse, j'ai fait ressortir que dans le dispositif actuel, les prestataires que nous sommes constituent l'interface entre les pèlerins et le système. Et le gouvernement, dans l'agrément qu'il nous a donné, nous a prescrit d'assister les pèlerins, y compris dans la formalité d'obtention de passeport, d'obtention de visa et des certificats médicaux. Donc, pas de crainte, même si le pèlerin est analphabète ou bien intellectuel, les sociétés qui sont là sont chargées de les aider pour faire ces formalités-là. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, ces genres de personnes sont prises en compte, pas du tout de souci. Alors, les inscriptions vont prendre fin le mai prochain, je crois. Alors, est-ce que le temps imparti est suffisant pour que les pèlerins, les candidats puissent s'inscrire? Si je me refais un peu à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire cette année-ci, bien que c'est un Hajj, comment l'appelle-t-on, composé pour le contingent étatique, qui est de 2 millions, nous avons constaté que ces places sont parties. Les gens ont été clos au bout de 5 jours. Donc on peut naturellement penser qu'au Bénin aussi, ça peut être clôturé en quelques temps. Mais ce qui fait défaut, c'est la capacité financière des pèlerins. Et puis, je voudrais aussi inviter les pèlerins béninois qui ont l'habitude de se presser, de se manifester au dernier moment. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Nous savons la rigueur qu'applique le gouvernement actuel dans l'application des décisions. Je ne pense pas que le gouvernement actuel veuille encore accepter lorsque la date limite est là de proroger. Donc je veux vraiment inciter les pèlerins à aller vite s'inscrire auprès des 27 sociétés agréées pour ce travail-là. Il y a encore temps. Si on fait tout ce qu'il faut, on peut le faire dans les délais. Merci beaucoup à vous, M. Djamaldine Dissou, directeur général de la société Alissan Adjitou. C'est l'une des 27 sociétés agréées par le gouvernement pour le convoyage des pèlerins à la Mecque en Arabie Saoudite. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, ne ratez surtout pas notre dernier rendez-vous pour le compte de ce dimanche. C'est Madi qui sera notre artiste de la semaine. Elle sera sur ce plateau dans quelques instants. Mais avant, nous allons suivre la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kani Assiomo. Et juste après, on va passer en revue quelques sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. C'est avec notre invité média, Nazer Vikou, qui est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Revue Abdo. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse hebdomadaire. En semaine, l'économiste du Bénin écrivait que l'Agence internationale de notation financière, Fitch, a confirmé la note B+ attribuée au Bénin avec perspective stable. C'est une prime à la qualité de la gouvernance économique et de la croissance dans un contexte marqué par différentes crises. L'agence Fitch a reconnu et salué un niveau d'endettement modéré au Bénin, la qualité des réformes et des politiques budgétaires entreprises, toutes choses qui témoignent d'une certaine performance du pays, estime le journal. Fraternité choisit de faire comprendre à ses lecteurs les notions de notation et explique que depuis quelques années, le Bénin a enregistré une nette progression en termes de notation financière. À ce sujet, plusieurs rapports publiés par des agences internationales de notation telles que Standard & Poor's, Moody's et Fitch Ratings montrent que le Bénin a une santé financière relativement stable. Armand Ologoudou, conseil technique aux notations financières, a mieux expliqué les critères de notation de ces agences internationales et les avantages pour le Bénin. Il répond que la notation financière, encore appelée rating, est une technique qui permet de mesurer la solvabilité d'un emprunteur, c'est-à-dire sa volonté et sa capacité à faire face à ses obligations financières à court, moyen ou long terme. Donc, cette notation est souvent établie par une agence agréée par le régulateur. Il s'agit donc d'une opinion relative qui se base sur une analyse indépendante autour notamment de la situation économique et financière de celui qui est noté ainsi que de la qualité de sa gouvernance et des perspectives de croissance de son activité. Et puis, à en croire le matinal dans l'une de ses parutions de la semaine, le Bénin veut sonner le glas de l'exclusion financière des couches vulnérables à travers la stratégie nationale d'inclusion financière. Et cette volonté reste affichée puisque le conclave hebdomadaire des ministres a examiné et adopté la stratégie nationale. En effet, l'inclusion financière est le fait de permettre à toute personne d'avoir accès aux services financiers de base qui sont nécessaires au quotidien. Un compte bancaire, des moyens de paiement adaptés, un accès au crédit pour réaliser des petits projets d'insertion. Cette offre de services financiers et bancaires de base important occasionne le faible coût spécifique pour des personnes pauvres et ou en situation de difficulté financière et qui sont de ce fait exclus des services traditionnels. Pour l'économiste du Bénin, la vision de cette stratégie à l'horizon 2027 est que les populations bénéficient d'une éducation financière et aient un accès sécurisé aux produits et services financiers adaptés dans un cadre légal et réglementaire adéquat. 3 orientations stratégiques sont définies à cet effet et destinées un programme relatif, primo, au renforcement du cadre institutionnel, légal et réglementaire, secondo, au développement et à l'amélioration de l'offre des produits et services financiers et tertiaux, à la promotion de l'éducation financière. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, le gouvernement entend s'appuyer aussi bien sur le budget national que sur les partenaires techniques et financiers. Une filière à laquelle s'est intéressée Fraternité au cours de la semaine, c'est celle du bois, et le journal constatait qu'à peine la possibilité évoquée de céder à l'industrie du bois du Bénin la totalité des actions restantes du marché d'exploitation du bois
que ça jubile déjà au sein de l'entreprise Jupiter Impex Sal, l'opérateur privé qui détient actuellement le monopole au niveau de l'IBBSA. Responsables et simples employés de Jupiter Impex Sal s'extasient à l'idée de prendre en main toute la filière bois au Bénin si le chef de l'État donne un contenu juridique à cette idée dévoilée au cours de notre séance de travail. Nous serons les barons de l'or vers au Bénin, a lancé un exploitant expatrié qui a préféré requérir l'anonymat, expliquait de son côté Info Matin, pour lequel, tout comme lui, nombre de ces exploitants qui officient au sein de cette entreprise se réjouissent de cette décision, bien qu'il n'ait pas assisté à cette séance de travail tenue avec le président de la République, Patrice Talon, séance de travail tenue le vendredi 10 mars dernier au Palais de la Présidence, précise le journal Pour Matin Libre. Depuis 2009, l'IBBSA a été partiellement cédé à hauteur de 65% à un opérateur privé, Jupiter Impex Sal. L'État béninois en détient jusque-là 35%. En attendant donc la cession de la totalité des actions à l'IBBSA, Jupiter Impex Sal crie déjà à la victoire. Dans la suite, Bénin Intelligent relatait qu'en visite au Bénin, la secrétaire d'État française auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Chrysoula Zacharopoulou, a été reçue en audience jeudi par le président Patrice Talon. Cette descente participe de la volonté de la France de donner un souffle nouveau à sa politique étrangère en Afrique. Cette visite a marqué une volonté de la France de renouveler ses liens avec le Bénin dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation, la culture, l'agriculture, la sécurité et le sport. Le journal Les Pharaons d'ajouter que la France travaillera également avec le Bénin pour construire des lycées techniques agricoles et généraliser l'enseignement agricole afin de répondre à la question de l'emploi des jeunes. La coopération entre Seme City et de grandes universités françaises a également été évoquée en ce qui concerne la situation sécuritaire dans les pays du Golfe de Guinée. La France soutient le Bénin en matière d'échange de renseignements, de formation et d'équipement. En politique, le parti Les Démocrates a proposé une loi d'amnistie et en croit nouvelle mutation. Les démocrates ont initié une proposition de loi spéciale portant amnistie et ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques en prison ou en exil pour des faits criminels, délictuels et contraventionnels mis à leur charge de 2017 à aujourd'hui. L'information a été donnée au cours de la conférence de presse animée par les députés démocrates et les responsables du parti. Bénin Intelligent explique que le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenou Tchadé, a présenté les 2 titres de cette proposition de loi qui compose 9 articles. Il ressort que le titre 1 de cette loi s'intéresse à l'amnistie des personnalités politiques en prison, des détenus politiques et tous ceux qui bénéficient d'une liberté provisoire. Le titre 2, quant à lui, recherche l'amnistie et ou l'abandon de poursuites judiciaires à l'encontre de personnalités politiques béninois vivant en exil. Fraternité d'écrire qu'on est mieux servi que par soi-même. Visiblement, l'opposition parlementaire qui, depuis les législatives de janvier 2023, se résume aux 28 députés les démocrates, a fait bien sien cet adage et n'a pas tardé à aller au secours de ses amis politiques qui ont maille à partir avec la justice. Ceci à travers la proposition d'une loi spéciale d'amnistie en faveur des personnalités en détention à l'instar de Rekia Amadougou et Joël Aïvo ou en exil comme Sébastien Ajavon, Léa Dissoglo, Valentin Dianotin. En plus clair, la dite proposition d'une loi spéciale d'amnistie ou abandon de poursuites judiciaires au profit des personnalités politiques et qui couvre la période allant de 2017 à nos jours comporte 2 titres avec 9 articles et les titres variés de quelques journaux comme L'Autre quotidien, Les Démocrates suggèrent l'amnistie à Talon, La Boussole, une opportunité à saisir par la mouvance. Aura-t-elle des chances de prospérer? Se demande le palmarès quand l'investigateur apporte l'ancien ministre Ganius Oglo qui déclare « Je suis déterminé à continuer à me battre pour la démocratie dans notre pays. » Merci d'avoir suivi la revue de presse hebdomadaire.
revue de presse hebdomadaire signée Asiongbon Kanye Asiongbon que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations. Et pour son regard sur l'actualité, il est déjà là. Nazer Vikou, bonjour. Bonjour Idriss, salut à tous les téléspectateurs de Canal 3. Directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent, merci d'être avec nous ce dimanche. Une loi d'amnistie pour faire libérer les prisonniers politiques et favoriser le retour des exilés politiques. C'est une initiative des députés démocrates. D'abord, dans la forme, comment appréciez-vous la démarche? Vraiment, quand j'ai eu l'information, et nous-mêmes on en a parlé dans notre journal, vraiment c'est une bonne initiative et c'est en ce sens que je salue ces 28 députés et qui ont vraiment un souci parce que aujourd'hui, vous savez, le climat politique n'est pas ce qu'il était avant. Donc le souci de ces 28 députés qui sont de l'opposition, qui jouent bien déjà leur rôle, et c'est de voir tous les fils du pays revenir au pays, gérer le pays, parce que vous ne pouvez pas diriger un pays sur l'exclusion. Et vous vous rappelez, après la conférence des fois de la Nation, il avait des recommandations qui ont été formulées. On ne verra plus aucun pays noir en exil, même si le pouvoir qui est là aujourd'hui dit qu'on leur reproche, ceux qui sont en exil, on leur reproche des faits de détournement, des gens qui ont des soucis avec la fiscalité. Ce n'est pas de cette manière. Moi, j'aurais souhaité que ces députés de l'opposition aillent plus loin et bénéficient du soutien des autres députés de la mouvance, des deux blocs qui soutiennent les actions du chef de l'État, pour que, on essaie de voter cette loi, permettre au chef de l'État de le promulguer, pour qu'on revoie ses fils, le pays revoit ses fils rentrer au pays. Et c'est en cela que Talon, si vraiment il veut laisser le pouvoir en 2026, va partir par la grande porte. Vous avez vu en Côte d'Ivoire le chef de l'État, Ouattara, qui est là. Et après tout son temps, les propres Gbagbo aujourd'hui sont rentrés au pays. Et je crois qu'il faut saluer d'abord l'initiative. Et comme l'a dit certains journaux, est-ce que ça va prospérer? Justement, c'est la question que l'on se pose. Donc, c'est un signal fort qui est aussi lancé à ces députés de la mouvance, parce que les autres députés de la mouvance, ils n'ont pas ces députés-là qui n'ont pas ses parents parmi ces exilés. C'est Birma qui se retrouvent en dehors du territoire. Ils ont aussi leurs parents. Donc, la balle n'est pas dans le camp de l'opposition, c'est tout le pays qui est concerné. Opposition mouvante, c'est tout le monde qui est concerné. Alors, pendant la campagne, les dernières élections législatives, nous avons entendu même certains soutiens de Patrice Talon qui ont évoqué ce sujet donc avec la population pendant la campagne et ont même fait des promesses. Est-ce que c'était juste pour avoir leur soutien? Non, ce n'est pas juste pour avoir leur soutien. Vous avez vu la déclaration de certains députés comme Orden qui dit que c'est même quand il prend le cas à Ivor Mandougou, ce sont des amis, ils vont faire quelque chose dans ce sens pour que cette loi d'amnistie aboutisse. Vous avez vu les journaux relayés pour un peu titiller, pour voir un peu. Le matin, le a dit qu'il prend, l'opposition prend Alden Aldati au mot. C'est vrai, ils sont dans cette logique, mais ils sont gérés par quelqu'un. Est-ce que celui qui est leur mentor va permettre à ce que se rallie à cette loi d'amnistie pour que le vote soit unanime? C'est là où se pose la question. Ces mêmes députés de la mouvance, ils sont là. Et il y a certaines choses qui disent bas, mais ils ne peuvent pas le dire haut. C'est là où se pose le problème. Ils auraient, certains d'entre eux que moi je côtoie, le disent souvent que il faut que tout le monde revienne au pays, il faut que les exilés, même à Diavon dont on parle, les commis, il faut que tout le monde revienne. On a besoin de tout le monde pour gérer le pays. Mais est-ce que il le ronchonne? Est-ce qu'ils peuvent le dire haut? Ouvertement, c'est là le problème. C'est là l'hypocrisie de certains députés de la mouvance. D'accord. Alors, à une époque donnée, dans ce même pays, nous avons vu les initiatives des gens qui sont soutenues par les acteurs de la société civile, mais cette fois-ci, apparemment, c'est un silence radio qu'on observe. Est-ce qu'il existe encore une société civile au Bénin aujourd'hui? Au temps de Yahi, on a vu Al-Créer, les consommateurs, tant ils montent au créneau, pour dire tant ça ne va pas aujourd'hui, tout le monde est réduit au silence, tout le monde est soumis. Les gens ont peur de parler parce que quand tu parles, vous savez ce qui arrive par derrière. Donc, c'est une déception totale pour cette société civile et c'est vraiment dommage.
Plus personne ne veut parler parce qu'on a peur d'être redressé, on a peur de ceci, on a peur d'être hacké. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le pays. Et je crois qu'un pays démocratique, un pays qui se dit démocrate, pays qui a déjà fini avec ces traitements de temps révolutionnaire, il faut que le chef d'État aussi arrive à revoir un peu la copie. Qu'il arrive aussi à dire que, après tout, le Bénin ne mérite pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Alors, autre sujet qui domine toujours l'actualité, c'est le débat sur le 3e mandat de Patrice Talon. Quelle est votre position sur tout ce qui se dit à propos? Vous connaissez le Béninois, il ne dit rien au hasard. Peut-être que c'est tout comme un ballon d'essai pour voir si ça va prendre. Vers la fin du mandat de Créco, on a eu assisté ça, vous étiez dans le pays. Sous Taïaï, on a vu la même chose. C'est le même scénario. Si ça prend, on trouve les subterfuges, les stratégies pour le faire. Mais ça ne prend pas et qu'on constate que le peuple n'arrive pas à saisir l'opportunité. On change de schéma tactique. Sous Yahi, on a dit après nous, c'est nous. Et aujourd'hui, ils disent qu'il faut un 3e mandat. Jacques Mingan, qui est vraiment, qui s'est honteusement illustré pour dire que Talon. Non. Si Talon lui-même veut quitter le pouvoir par la grande porte, il n'a pas besoin de ça. Peut-être que c'est tu réfères brandir ça pour se faire aimer. Moi, jusqu'à présent, je ne crois pas que c'est Talon qui leur ait dit et commencer à agiter ça dans l'opinion publique. Mais si c'est ça, c'est vraiment dommage. Mais je crois que la constitution béninoise, elle est très constituée. Et je crois que le pouvoir, ça dit quoi? Un mandat renouvelé une seule fois. Dans sa vie. Dans sa vie. Et de l'autre côté, la même constitution dit, si vous avez plus de 70 ans, vous ne pouvez revenir. Je ne sais pas par quel mécanisme. Peut-être ces députés qui le soutiennent vont procéder pas autrement pour changer la constitution, peut-être le septennat. On attend de voir. Alors, nous avons suivi le porte-parole du gouvernement qui a rassuré que le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas besoin du 3e mandat. Est-ce que nous avons encore des raisons de douter Bon, lui, il est dans son rôle pour dire ce qu'on lui dit de venir nous dire. Mais c'est dans la pratique. On attend de voir ces propos qui sont véhiculés aujourd'hui. Ces écrits qui sont véhiculés aujourd'hui sont là. Et à un moment, au moment opportun, et le Béninois va te le sortir pour dire, vous avez dit tant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On entend de voir. Nous sommes encore loin de 2026. Je crois que à partir de 2025, vous allez voir les agitations, vous allez voir déjà la tendance. C'est vrai que la question du mandat unique de 7 ans n'est pas totalement évacuée. Et pour le faire, il faut forcément réviser la Constitution. Est-ce que ce débat est loin d'être clos? Non, c'est pourquoi je vous dis que moi, j'ai un peu peur parce que quand on prend les députés de la mouvance BR-UPR, ils sont majoritaires. L'opposition, les 28, eux sont minoritaires. S'ils décident de le faire, ça peut passer comme une lettre à la poste. Et c'est là le danger. Et le Béninois, la population béninoise est très, je ne sais même pas, le Béninois est très, vous ne pouvez même pas savoir ce qu'il veut faire de vous. Vous avez vu, Yahi a tenté par tous les moyens, mais ça n'a pas marché. Peut-être que comme ils ont l'habitude de le faire, ça va, ils vont tenter par tous les moyens. Et que quand il y aura la résistance, on va mettre les chars sur les voies, on va mettre les policiers pour nous faire peur. Peut-être que c'est là, ça peut passer. Mais si ce n'est pas ça, si on doit respecter la Constitution comme l'a dit Créco, il faut faire le 2e mandat. Il avait dit premier mandat, on le laisse, il va faire son 2e mandat, il va partir. S'il veut proposer un dauphin, que la population estime que ce dauphin-là répond à nos aspirations, on va le soutenir. Mais si ça ne passe pas, on va choisir un autre. Autre sujet, et c'est le dernier avec vous, Nazer Viko. Le match retour entre le Bénin et le Rwanda à Kigali était celui de tous les espoirs, mais les Guépards n'ont pu obtenir qu'un seul point après l'échec de Cotonou. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi, je dirais simplement que depuis qu'on est allé à la CAN 2019 et que André Griffon était allé en quart de finale, nous avons dormi sur nos lauriers. On se disait, on a pris ça pour bomber le torse, le Bénin a gagné le Maroc, et on est allé en quart de finale, on ne fait rien à la base pour préparer la relève, on ne fait rien à la base pour penser à faire partie de ces joueurs qui, au fil des temps, n'ont plus de compétition dans les jambes, ces joueurs, les Adénon, les Alagbé, qui n'ont plus de temps de jeu dans leur club respectif,
Nous, on est resté là. Le Maroc, qu'on avait éliminé pour aller en quart de finale, vous avez vu là où se trouve le Maroc aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le continent africain, le Maroc est premier. Le Sénégal qui vient après. Ce même Maroc qui est allé en demi-finale de la Coupe du Monde, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Chez nous, on veut faire tout avec l'improvisation. Vous ne faites rien à la base. Si vous avez un match de compétition africaine, mais de compétition internationale, ce n'est pas... le match est pour... Dans une semaine, ce n'est pas le jour là vous allez commencer à vous préparer. Un match se prépare sur le terrain, les joueurs, autour du match. Là, c'est telle compétition. Ceux qui sont autour de notre équipe nationale, ils font quoi? Ils sont là pour les primes, pour voyager, puis c'est fini. On parle de carton jaune. Que le joueur aurait écopé d'un carton jaune contre le Sénégal. Chez nous, même chose. Et que ce joueur ne devait pas jouer. Selon les tests, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez pu faire? Côté administratif, qu'est-ce qu'il a pu faire pour voir? Le joueur là va écoper d'un carton jaune au Sénégal. Est-ce que dans votre calepin, vous avez pu le mentionner? Et sur ça, à côté de nous, même chose. Le rapport du commissaire dit quoi? C'est le rapport du commissaire qui fait foi devant la commission des disciplines au niveau de la CAF. Si le commissaire ne mentionne pas, vous criez sur tous les toits, ça ne va pas prospérer. Alors la réserve portée par le Bénin... Non, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Si ça prospère, tant mieux, on aura les 3 points, ça va nous faire 4. Et celle-là, on n'est pas encore qualifié. Parce que nous sommes 2 au mieux aujourd'hui. Oui. Moi, j'aurais souhaité que, pour l'instant, on laisse Côte d'Ivoire 2023, c'est-à-dire pour l'année prochaine, on commence à préparer en même temps 2025. Alors, est-ce qu'on peut commencer par dire adieu à la CAN? Moi, c'est ça que je vous dis. Rien ne prouve qu'on ne peut plus. Là, on est là. Mathématiquement, on est éliminé. Non, je ne suis pas un oiseau de Nous avons encore 2 matchs. Si éventuellement on gagne les 2 Prenons les calculettes. On va jouer contre le Sénégal. À supposer qu'on prend les 3 points, on a 4 points. On joue contre le Sénégal, on gagne. On a 7 points. On suppose, on a 7 points. Le Mozambique a déjà 4 points. Le Mozambique, prochaine journée, joue contre le Rwanda. À supposer qu'entre les deux, quelqu'un gagne. Si le Mozambique gagne, le Mozambique aura 7 points. La dernière journée, on va chez le Mozambique. Vous croyez que le Mozambique, jouant à domicile, veut une qualification, un but pour se qualifier, va se laisser faire? Le Rwanda, si le Rwanda gagne, le Mozambique, le Rwanda aura 5 points. Et le Rwanda va jouer contre le Sénégal. Vous croyez qu'en ce moment-là, le Rwanda aussi va se laisser faire? Qualifier, gagner seulement et se qualifier? Leçon 2025. Pensons déjà, préparons déjà 2020. Leçon 2023, préparons déjà 2025. Pourquoi pas 2025? Le nouvel entraîneur, le nouveau sélectionneur a dit, là où il a dit, ce n'est pas nécessairement cette CAN. Mais si ça vient, on prend. Et que lui, son objectif, c'est 2026, la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on va à la Coupe du Monde. Pour les guépards ou... Oui, pour les guépards, que c'est 2026. Lui ne pense pas à la CAN 2025. Est-ce que tu as déjà qualifié? Tu ne penses pas à 2026. Vous voyez que... mais le risque, quand on ne participe pas à la CAN 2023, aux prochaines éliminatoires... On va tomber sur des gros morceaux parce qu'il aura le tir. D'abord, dans le classement, vous allez tomber, vous allez chuter dans le classement. Et ça vous défavorise parce que quand il va s'agir de tirage au sort, vous avez la marge de tomber sur les gros morceaux. Et là, ça devient compliqué. Être là, d'abord, on peut espérer se qualifier pour le prochain tournoi. C'est là le problème. Je suis béninois, si on se qualifie pour la CAN, parce que quand vous allez à des compétitions, et que votre pays est là, c'est bien, c'est votre honneur, mais quand vous n'êtes pas là, ce n'est pas bien. Moi, j'étais en Algérie, au Char, on n'était pas qualifié. Mais les gens te demandent, ouais, ton pays, qu'est-ce qui s'est passé? Ça devient un problème pour toi. Et tu es obligé de dire, voilà, le BD, c'est où? On te dit, ce n'est pas bien. Alors que quand vous êtes présent, plus tu es présent sur le continent dans les compétitions, plus votre équipe évolue. Vous avez vu le Sénégal aujourd'hui qui a le temps de se préparer. Le Sénégal est champion dans tout, catégorie U20, et Chan, et senior, ils sont... Et il y a la catégorie, les U17 qui seront encore du côté de l'Algérie à partir de ce mois pour la CAN des U17. Pourquoi on ne peut pas faire du Sénégal le travail des centres de formation? Quels sont ces centres de formation? Il existe de façon... Nous avons un championnat quand même Quel championnat? Qui marche, même si... c'est ça, à 36 équipes. Moi, je vois ça dans aucun pays. Championnat à 36 clubs. C'est vrai que ce n'est pas catégorisé, il n'y a pas de deuxième division. Je veux dire, ce ne sont pas un bon championnat. Ces mêmes acteurs qui sont à la fédération, qui ont des clubs, ils ronchonnent, mais ils ne le disent pas à haute voix. Un championnat qui épuise, qui n'a pas de sens. Comment on peut jouer un petit pays comme le Bénin? Nous sommes à combien de millions d'habitants? Le Nigeria, qui a plus de 250 millions d'habitants, ne fait pas un championnat à 36 clubs. Vous voyez le club, quand ils vont en compétition continentale, c'est aller-retour, ils reviennent. Et Buffle aujourd'hui est fatigué, il dit je ne veux plus faire la même expérience.
Il faut revoir les choses. Le professionnalisme, ce n'est pas comme ça. La direction technique. Il faut des centres de formation dignes de ce nom. Ce n'est pas les clubs qu'on crée, on dit il y a un centre de formation, on n'a pas les acteurs, on n'a pas les formateurs. Le problème du football, il faut revoir la chose. Il y a trop d'improvisation. Quand vous demandez au Bénin d'attendre des années après, les membres de la fédération, le ministère, ils doivent quand même participer à une compétition. Ils doivent avoir un budget pour ça. Oui, ils doivent participer. Je ne dis pas qu'on doit rester à la maison assis. Nous sommes déjà éliminés pour 2025. Commencez à insérer les jeunes, les U20, qui étaient du côté de l'Égypte. Et ceux qui ont un peu fait l'affaire, commencez à faire un travail avec le nouveau sélectionnaire. Ouais, pour qu'en 2025, on soit prêt. Parce qu'ils vont nous faire croire qu'on va se qualifier avec les joueurs qui ne peuvent plus tenir 10 minutes. Et après, c'est le même résultat. Le retour, la convocation de Stéphane Sessayon, est-ce que ça a apporté quelque chose? Ça n'a rien apporté. C'est ce qu'on dit. Vous avez vu autant de la sélection nigériane. Okocha n'était pas fatigué. Okocha avait toujours du jus dans les jambes. Quand il rentre pendant 15-20 minutes, il apporte quelque chose à l'équipe. Mais à un moment donné, il a dit, j'ai la jeunesse derrière. Il faut que je parte vite. Pour que les jeunes puissent venir. C'est comme ça les hobbies. Les jeunes, ceux qui sont là, les Chikweze, celui qui est à Naples aujourd'hui, qui fait de tout bois, c'est comme ça ceux-là sont arrivés. Ils refusent de partir. C'est constitué non pas pour la jeune génération. L'entraîneur, celui qui est là, il a dit, je vais commencer à rajeunir l'équipe. C'est notre souhait. Il faut que c'est... Ils ont beaucoup déjà apporté. C'est déjà bien. Il est temps qu'ils laissent la place aux jeunes pour que l'équipe reprenne. C'est notre souhait aujourd'hui. D'accord. On va finir très rapidement parce que notre artiste de la semaine nous attend, Madi, qui est déjà dans les locaux de 43. Alors, le stade de l'Amitié, le plus grand stade du Bénin, est mis en concession et sera désormais géré par la CNSS. Est-ce que c'est un bon casting du gouvernement? Bon, moi, je suis resté un peu dépité quand j'ai lu le conseil des ministres. Bon, c'est le gouvernement qui a confié ça à la CNSS pour gérer, mais est-ce qu'il est là le problème? Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça se passe. Parce qu'on a dit, c'est vrai, il y a d'autres centres au niveau de ça, mais le côté qui nous intéresse, c'est le côté sport, le stade de l'Amitié. Vous avez vu, la fois dernière, on a joué un match, les supporters, les spectateurs sont rentrés avec les égratignures, avec les démangeaisons partout. Cela, c'est dû à quoi? C'est dû à l'entretien. C'est parce qu'on ne pense pas ce qui se fait de ce côté. Vous savez que les gens qui officient au stade, c'était office de gestion du stade de l'Amitié. Il y a des travailleurs qui sont là depuis 4 mois, ils n'ont pas de salaire. Bon, j'ai vivement que le gouvernement qui confie ça à la CNSS, qui prenne les dispositions pour qu'on ne vive pas les mêmes situations. Je crois qu'on veut voir un Bénin doté de bons stades, des stades aux normes internationales, parce que nous ne sommes pas dans la politique. Nous sommes dans le sport, on veut vivre des grands matchs de football. Quand on dit Bénin, nous avons un beau stade, c'est ça qui nous ragaille. On part et nous construire, vous dire, bon, on a des infrastructures qui ne sont pas entretenues. Vous avez des sièges qui ne sont pas entretenus. On a rénové le stade à coups de milliards. La pelouse que vous voyez, vous allez là-bas, vous serez dessus, c'est vert, c'est jaune, ça jaunit, alors que ce n'est pas ça, l'entretien pose problème, même au niveau des sièges. C'est peut-être le moment de... les sièges qui sont posés, ne sont pas aux normes. Il y a un problème. Qui gère déjà le stade de... René Pleven. C'est à la CNS qu'on a confié. On attend le démarrage des travaux. On peut voir ce qui sera fait. C'est quand ça sera fait, on va apprécier. On a apprécié nous, mais juste là, il y a un problème. D'accord. Merci à vous, Nazer Vico, directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Merci pour ce regard sur l'actualité. On va se retrouver dans quelques semaines. À bientôt. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est le moment de recevoir notre artiste de la semaine. Voici Madidan Djaye. Ayé
Jaye, c'est le tout premier single de notre artiste de la semaine, morceau signé il y a 9 ans, en 2014. Elle est avec nous sur le plateau du grand format. Bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour. Vous allez bien? Super bien, et chez vous? Ça va, ça va. Alors, on dit qu'il y a deux armes dont vous disposez qui favorisent votre émergence ou votre percée, percée dans l'univers musical béninois. C'est votre élégance et votre talent à l'état pur. Merci. Alors, comment arrivez-vous à les concilier? Eh bien, déjà, c'est vous qui le dites. Hein, et merci à tous ceux qui pensent ainsi. J'arrive à assumer ça tout simplement, naturellement. Naturellement comme naturellement, ça? Simplement. Sans effort? Sans effort. D'accord. Bon, on dit c'est Dieu qui donne, non? D'accord. Alors, à la base, vous étiez, on va dire, chorégraphe ou danseuse depuis quand vous étiez toute petite. Oui. Comment cette transition a été faite? Chorégraphie, chansons, à quel moment ça vous a passé par la tête de laisser la chorégraphie en parenthèse et de vous lancer dans la chanson? Déjà, je n'ai pas laissé la chorégraphie. Bon, chorégraphie, oui. J'ai arrêté de danser avec des amis, des potes. Mais, vous savez, la musique et la chanson et la danse, ça va ensemble. Ça se complète. Donc, en tant que chorégraphe, en tant que danseuse, j'ai juste, à un moment donné, voulu me lancer dans cet univers musical-là. Et bien, je me suis retrouvée dedans tout simplement. Je me suis dit, bon, tiens, est-ce que j'ai pas un petit don de chanteuse là? Et je vais essayer voir. Je vais essayer voir ce que ça va donner. Et c'est souvent plus facile pour les danseuses, les danseurs, d'avoir aussi une envie de passer par ce chemin-là. Juste comme ça, c'est arrivé. Et l'expérience, elle est très bonne. Elle est très bonne et elle est belle, même si c'est pas facile. Elle est très bonne, elle est très belle. Et je fais avec. Et justement, cette passion pour la chanson et la danse vous a conduit, on va dire, à mettre fin à vos études après avoir décroché votre bac en 2012 à 17 ans. Mais j'ai pas mis fin à mes études. J'ai continué. J'ai continué. J'ai étudié la musique à l'INMAC, l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Donc j'ai étudié ma passion. Et à part ça, j'ai fait le journalisme aussi. Tout à fait, oui. Donc animatrice, mais je ne peux pas tout faire à la fois. Donc bon, je tourne dans ce que je peux quand je peux, tout simplement. Alors quand on est, on va dire, l'unique fille d'une famille de 5 ans et qu'on décide de 5 enfants et qu'on décide de faire la musique au lieu d'aller à l'école, étudier, faire de grandes études, parfois, est-ce que les parents n'ont pas du mal à comprendre le choix? Non, moi mes parents m'ont toujours soutenue et déjà je leur fais un coucou parce que sûrement, c'est sûr qu'ils sont devant la télé en train de me suivre. Ils m'ont toujours soutenue. Mes parents sont les gens de personnes qui m'amènent, c'est une famille qui m'accompagne vraiment, vraiment dès le début. Moi mon père a déjà payé, ma première vidéo ce sont mes parents qui ont payé. C'était avec Net Royal, sans marque, à qui je fais un coucou au passage. Plusieurs morceaux, Think Baba God, le tournage, ce sont mes parents qui ont financé. Et ils ont toujours accompagné. Jusque là, ils m'aident quand ils peuvent. Quand ils peuvent, ils m'aident, même si je travaille avec une maison de production. Quand ils peuvent, ils m'accompagnent. Ils m'amènent sur les scènes parfois. Et on rentre à la maison, surtout quand j'étais en autoproduction. On part ensemble, mon père est là, je chante. Et ma mère est là, tout le monde est là, mes frères s'ils sont disponibles. Et après ça, je rentre à la maison free. Mon père, c'est le genre de personne qui m'a dit, c'est comment? Tu as quel tournage? Ça va la musique? Tu tiens du courage, reste forte. Donc je leur fais un gros coucou par ici. Je dis que je les aime beaucoup. Merci et j'ajoute que j'ai pas arrêté les études. Je vais continuer. Pourquoi pas? Parce que je suis jeune. Et voilà quoi, je vais continuer. Je pense continuer les études. Votre rêve d'enfance, c'était de devenir avocate ou diplomate. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est une longue histoire. Mais comme la famille dit, il n'est jamais trop tard. Comme les gens disent aussi, il n'est jamais trop tard. J'ai tout le temps, je ne suis pas vieille. J'ai tout le temps, je peux toujours étudier, je peux toujours aller vers ça, je peux toujours être diplomate ou journaliste à n'importe quel moment. Pourquoi pas? Ça peut arriver. D'accord, on va dire que votre carrière musicale a véritablement commencé à partir de 2014 avec le single Jaye que nous avons suivi tout à l'heure. C'est une autoproduction avec le soutien, vous l'avez dit, de vos parents. Alors, sans grands moyens, comment avez-vous arrivé à faire aboutir ce projet? Comme je l'ai dit, ils ont cru en moi, ils croient en moi. Mes parents me soutiennent beaucoup, ils prient beaucoup pour moi. Ils croient en leur fille, ils pensent que ça va aller. Ça va donner. Ils pensent que j'ai tout pour devenir une grande star. Et c'est déjà ça. C'est vrai que c'est difficile quand vous êtes en autoproduction parce que la musique aujourd'hui, c'est pas seulement l'envie de chanter. La chose, c'est pas qui veut mais qui peut.
Franchement, c'est pas qui veut, mais qui peut. Parce que la musique, ça demande assez de moyens. Quand il faut la com, quand il faut la promotion, quand il faut payer les vidéos, c'est de l'argent. Quand il faut faire des shoots, c'est de l'argent. Quand il faut faire ci, faire ça, toute chose. Il faut de l'argent pour ça. Quand vous aimez du beau, du bon, du professionnel, il faut les moyens pour ça. Voilà, c'est pas du tout facile, mais on fait avec. Mais aujourd'hui, je vais dire que j'ai de la chance. Je travaille avec une maison de production, Nouvelle Donne Production, de M. Kodjo Mbema, celui qui est le propriétaire de la chaîne de télévision DBM. La collaboration avec Nouvelle Donne, comment ça se passe Ça se passe bien, je remercie Dieu. Alhamdoulilah, ça va. Ça va, tout va bien. D'accord. Alors, et le premier single, c'était un coup d'essai. Hein, oui, c'était un coup d'essai. Je me suis lancée. M'a dit aller à la conquête donc, du public béninois. Quel était le niveau de succès de ce single? Ah, ce single-là, ça m'a ouvert une porte déjà, ou des portes. Des portes, je vais dire par une porte, parce que je suis allée dans le temps au Niger, après je suis allée dans un pays, je ne sais plus trop. Ça m'a permis de travailler avec une maison de production, la toute première maison de production avec laquelle j'ai travaillé, HLM. Je fais coucou hein, au producteur, au promoteur de HLM, Headlines Music. Donc quand j'étais en autoproduction, j'ai travaillé avec lui. À un moment donné, il m'a contacté pour qu'on puisse collaborer ensemble. Et il m'a apporté beaucoup de choses. Il a permis à d'autres personnes de me connaître. Il fait partie de mon histoire. Voilà, cette maison de production fait partie de mon histoire. Donc je dis merci à ce monsieur-là, monsieur Eric Agondi Rossou, pour tout ce qu'il a fait pour moi. D'accord, on lui dit également merci. Après le premier morceau, il y a eu une pause. Oui. À cause de la charmante, on va dire, Rizkia, oui. qui est un don de Dieu. Qui est un don de Dieu, vous, oui. Et justement, en 2016, vous êtes revenu sur scène avec Aigo Shine. Oui. C'était un feat. C'était un feat avec d'autres artistes. Quel a été votre apport dans la réalisation de ce feat? Bon, quelle est la touche particulière que vous avez apportée Est-ce que je vais dire que j'ai apporté tout? C'était un travail d'équipe. Hein. C'était un travail d'équipe. Je n'étais pas la seule artiste sur ce morceau. Il y avait d'autres artistes. Donc c'était une collaboration. Tout simplement. Peut-être j'ai apporté ma voix. J'ai apporté le Yoruba. J'ai apporté quoi? J'ai apporté mon texte. Les rimes en Yoruba, en Dindi, en français. Voilà, et c'est tout. Hein. Et je rappelle que vous êtes bénino-malienne. Oui. Après Aigo Shine, les titres se sont enchaînés. Hein, oui. Qui n'a pas parlé, oui. Forever, Tous oui. pareils, oui. Thank Papa God, oui. Faudamé, c'est la Noël. Et l'année dernière, vous avez signé Immature. Oui, j'ai signé Immature sous Nouvelle Donne Production. Immature, on va suivre un extrait de Immature et on revient sur ce plateau. D'accord. Épargne-moi tes conseils, on est vendredi. Épargne-moi tes conseils, papa rappelle le lundi. Épargne-moi tes conseils, on est vendredi. Épargne-moi tes conseils, maman rappelle le lundi. Le mot d'immature est activé, activé, activé. Activé, activé, activé. Le mot d'immature est activé, activé, activé. Il est activé, activé, activé. Je ne veux rien écouter, la bouche pleine on ne parle pas. Le physio est dégoûté, avec Magdi ça ne blague pas. Une balle dans ta tête, pour fouiller tes pensées. Ici on fait la fête, on est venu dépenser. Ambiance, ambiance, fais le geste. Ambiance, ambiance, fais le geste. Épargne-moi tes conseils, on est vendredi. Épargne-moi tes conseils. De Magdi, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors, de quel conseil vous parlez? Épargne-moi tes conseils. Il faut dire que oui, quoi. C'est le week-end. Même pas le week-end, à partir du vendredi soir, là, on reste dans le bruit. On active le mode immature. Immature vous dit qu'on ne veut pas être dérangé, quoi. Il faut nous laisser s'amuser. On ne peut pas travailler du lundi au vendredi. Et puis après le soir, on ne peut pas s'amuser. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Donc il faut vous défouler. Alors de temps en temps, il faut vous défouler, amusez-vous parce que vous savez, demain, on ne peut ne pas être là. Aujourd'hui, c'est même fréquent. C'est dommage, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la nature ou si je ne sais pas trop. Mais 1, 2, 1, 2, RIP, 1, 2, 1, 2, RIP sur les réseaux, on voit ça partout. Et quand vous voyez ça, il faut vous dire, bon, quoi, ça peut être votre tour. C'est dommage, mais c'est la réalité au fait. Il faut l'accepter. Tout le monde passera par là. Donc le peu de temps qu'on a à passer sur Terre, franchement, il ne faut pas laisser quelqu'un vous fatiguer, quoi.
Quelqu'un veut faire d'histoire, il faut laisser la personne dans son monde. Laissez la personne tout simplement. Vous ne laissez personne vous arracher votre joie de vivre. Surtout quoi qu'il arrive, moi je le dis. Je suis le genre de personne, le matin je pleure peut-être, j'ai mal, un truc me déçoit, je suis en colère ou je ne suis pas vraiment d'humeur. Mais quelques minutes après, vous me voyez en train de m'amuser, ou je danse, je m'amuse, j'écoute la musique. J'ai oublié ce qui est passé. Donc si quelqu'un se fâche à cause de moi, la personne, franchement, si quelqu'un a un problème, la personne perd son temps. Parce que moi-même, je passe à autre chose au fait rapidement. Alors, quels sont les faits, les sujets, les thématiques qui vous inspirent et que vous traduisez dans vos chansons? Il y a l'amour, il y a, je vais dire quoi, il y a la tristesse, il y a la vie, il y a quoi, il y a tout. Hein. Moi, je me base sur mon vécu, je me base sur ma vie, je me base sur mon parcours, sur mon histoire, sur le parcours et le vécu des autres aussi, ce que je vois autour de moi, ce que j'entends, ce que j'apprends. Donc je me sers de tout ça, je puise dans tout ça pour sortir mes œuvres, pour écrire, pour penser. Voilà, c'est tout. D'accord. Et en 2011, je vais le rappeler, vous avez été sacrée Miss Kassato. C'est vrai. D'accord. Et deuxième dauphine pour Miss Calavi en 2012. C'est vrai. Voilà. Est-ce que ces événements ont renforcé votre confiance en vous-même? Est-ce que ça a renforcé ma confiance? Genre, quand on est sûr qu'on est élégante, qu'on est belle, est-ce que c'est un atout? Non, c'est pas pour me prendre la tête là. Mais je veux dire que depuis toute petite, là, les gens, mais qui fait même les grands, mais qui fait quoi? Quand les gens venaient, les voisins, les amis des voisins, et la petite, elle est Julia, ma chérie, par ici. Donc ça se disait depuis longtemps, mais bon, bref, juste pour rigoler. Bon, hein, il y a plus jolie que moi, il y a plus belle que moi. Dans la vie, il y a forcément une personne qui a un truc plus que vous. On remercie juste Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Voilà, tout simplement. Alors, il y a certains qui pensent que, je ne sais pas s'ils ont raison, vous allez nous le dire, que Madi est une femme trop directe. Est-ce que c'est un défaut ou une qualité? Je ne vais pas dire que c'est un défaut. Hein. Je ne pense pas que ça soit un défaut. Je dis ce que je pense. Je suis le genre de personne, je ne fais pas semblant. Je ne suis pas hypocrite. Et parfois, vous savez, les gens prennent ça mal parce que ma voix naturellement porte. Et quand je parle, parfois on pense que je porte juste le ton. Voilà, donc non, je dis ce que je pense tout simplement. Je ne vois pas pourquoi il faut faire semblant. Pourquoi ça dérange certaines personnes? C'est parce que, malheureusement, beaucoup de personnes préfèrent l'hypocrisie, le mensonge. Et quand vous mentez, quand vous suivez les gens dans leur, je sais pas, dans leur feeling, quand vous les suivez, quand vous êtes d'accord avec leur avis, c'est que vous êtes une bonne personne. Et tant que vous ne partez pas dans le même sens que les gens, c'est que vous êtes une mauvaise personne. Mais on ne peut pas se baser sur l'humeur des gens, la personnalité des gens, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, par exemple. Si elle est mauvaise, je vais dire, pour ne pas dire ce qu'on ressent, pour ne pas dire ce qu'on pense. Dans la vie, soyez ouverts. Dites ce que vous pensez. Ça passe ou ça casse. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai tort, on va me dire j'ai tort. Si j'ai pas raison, on me dit. Si j'ai raison, on me dit. On se comprend. Mais ouvrez-vous aux gens et dites ce que vous pensez. D'accord. Vous avez au total 13 morceaux et le dernier, c'est Mario, qui est en promotion en ce moment. On va suivre un extrait et on revient. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es là-bas, tu ne changes pas et tu fais le million garçon. Tu parles de quoi? Toujours tu ne changes pas. Aujourd'hui tu promets changer, demain tu promets changer, tu ne changes pas. Et c'est toujours la même chose. Mario, mon chéri, dégage Mario, j'en ai assez. Tu as commencé à me faire verser beaucoup de larmes. J'arrive même plus à te comprendre, je te reconnais plus. Ne vois-tu pas que tu me fais du mal, mon chéri? Mario, je suis fatigué. Dégage Mario, j'en ai assez. Kosi Gwati, comme mon bélé, Itana le mowa, Toba Tutele, Konija Umi, Odije Unita, Iwa Tuma Songbe, Emini Konifere, Isere Sumie, Satimora Dengisimi, Mario, mon chéri, dégage Mario, j'en ai assez. Mario, mon chéri, dégage Mario, j'en ai assez. Alors, Mario de Madi, qu'est-ce que vous dénoncez chez les hommes dans ce clip?
En relation, là, parfois, je ne vais pas dire que c'est les femmes qui font beaucoup plus d'efforts. Hein. Mais parfois, vous déconnez, vous les aimez, franchement. Je sais pas si... C'est sûr que les femmes derrière, les femmes à la maison, elles seront d'accord avec moi. Mais on vous aime quand même. Parfois, vous êtes... je vais dire quoi? Vous n'êtes pas facile à supporter, facile à gérer. Voilà, parfois, tu aimes. Tu es dans la relation, mais tu as l'impression, il y a des hommes... Genre, je sais pas si c'est quand l'homme remarque que tu l'aimes trop, il ne faut pas montrer aux hommes que vous les aimez pas. Beaucoup, oui. Vous les aimez trop. Parce que vous profitez. Non, tu vas forcément montrer à ton homme que tu l'aimes, mais il faut avoir un peu de réserve. On dit ça souvent. Ou si toi, la femme, peut-être, je sais pas, on dit, si tu est beaucoup plus amoureuse que l'homme, je sais pas trop. Mais en tout cas, les hommes, parfois, ils se servent des émotions, des sentiments des femmes pour s'amuser, pour jouer. Et quand vous êtes dans une relation et que vous voyez que ça ne va pas, ça ne promet rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de projet, l'homme il ne veut pas changer, c'est lui qui drague l'ego partout, peut-être il vous fait genre il n'a pas l'argent, mais et vous supportez, hein, vous galérez avec lui en espérant qu'il y aura un mariage demain, mais vous supportez tout ça et puis dehors c'est lui qui se prend soin d'une, peut-être, comment on dit là, peut-être il a sa sardine, mais ses pains, je vais dire, je sais pas, c'est à la mode quoi, c'est donc peut-être qu'il a son pain ou sa sardine quelque part. Et puis la sardine qu'il aime même quoi. Maintenant vous êtes là, vous êtes en train de galérer avec lui. Déjà le gars il passe ici, il passe là-bas, il passe là. Toi tu prends ton argent, tu prends soin de lui. Et puis genre tu lui fais des cadeaux quoi. Mais lui il pense pas à ça. Quand c'est lui là il fait pas cadeau. Il n'invite pas. Mais il invite les gens dehors. Déjà qu'on est avec lui à la maison, est-ce que c'est... Non c'est pas suffisant. Ah non, c'est pas un acquis, je suis désolée. La femme a besoin d'attention, elle a besoin d'amour, elle a besoin d'affection. Même quand elle t'aime, à un moment donné elle sera fatiguée de te supporter s'il n'y a rien, si elle ne se sent pas vraiment chouchoutée, si je vais dire quoi, l'amour va disparaître tout simplement. Donc la femme n'est pas là pour supporter tout le temps, toute la vie quoi. L'amour là même ça quitte. L'homme même peut amener la femme à ne plus l'aimer. Genre le degré, le pourcentage à ça diminue un peu en fonction des comportements de l'homme. Et ça c'est que peut-être un autre homme va venir, voilà quoi. Et puis simplement elle va trouver tout ce qu'elle veut chez l'homme. Elle va se dire mais tiens mais j'étais où? Le gars était avec le nouvel homme, on peut se retrouver dans la même situation que... bon on va prier, il y a aussi la prière. Comme ma mère dit, c'est Dieu qui donne mari. C'est Dieu qui donne bon mari. Voilà, bonne femme aussi, c'est Dieu qui donne. Donc on va mettre ça dans la prière et Dieu va nous mettre sur de bonnes choses. C'est une reprise, hein, Mario, c'est une reprise de... C'est Franco, hein, Madilou System. Est-ce que c'est une façon de leur rendre également hommage? Oui. Dans le temps, moi, quand j'ai voulu poser ce morceau-là, je me suis dit, bon, c'était un peu mon issue, je vivais un peu l'histoire. Hein. Quand j'ai dit, tu as commencé à me faire verser beaucoup de larmes, j'arrive même plus à te comprendre, je te reconnais plus, ne vois-tu pas que tu me fais du mal, mon chéri, Mario, je suis fatigué, dégage Mario, j'en ai assez. Kosi bati comme il m'embellé, il dans le mois, tout bas tout délai connu jaoumi, oti jaounita. C'est pour dire que c'était un peu ce que je vivais dans le temps. Le mec au fait, non, pas votre propre histoire. Un peu, en partie, c'était un truc que je vivais. Et bizarrement le début du couplet là, je marchais même. Je sais plutôt si je pleurais, mais j'avais mal quoi. En tout cas, moi j'ai connu Goumé. J'ai eu mal, on m'a blessé déjà, même si tout le monde ne connaît pas ça. Oui, donc je marchais quand j'ai pensé, quand les paroles sont venues, juste comme ça. C'est pour dire que quoi, Franco, il est allé aussi un peu dans le sens, dans le gars, comment on dit ça, bévon, comment on dit, voyou. Il est ici, là-bas, il est dans les bars, il boit champagne. Quand il a son argent, il ne pense pas à la famille, il ne pense pas à sa chérie ou je ne sais pas trop. Mais il est dans son monde, quoi. C'est un viveur, tout simplement. Un viveur, un profiteur aussi, parasite. Il vous est arrivé également de briser les cœurs des hommes, sans doute? Non, je ne brise pas les cœurs des hommes, mais c'est bizarre. Comme on dit, ceux qui sont prêts pour toi, tu ne vois pas ou tu ne veux pas de. C'est tellement bizarre, la vie. Un homme qui veut de toi, qui court derrière toi, peut-être depuis des années, qui est prêt à tout faire pour toi, tu ne l'aimes pas, tu n'es pas là pour lui. Il souffre, tu ne lui brises pas le cœur, mais tu ne l'aimes pas. C'est pas ta faute, tu l'apprécies. D'accord. Madi, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous êtes en train de cuisiner en ce moment? Est-ce qu'il y a un album en préparation? Est-ce qu'il y a des concerts? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous préparez? Il y a un album. Récemment, mon producteur, M. Kodjo Ngoumé, à qui je fais un coucou, et je lui dis merci déjà pour tout ce qu'il fait pour moi, parce qu'être producteur, c'est pas facile. Franchement, investir et croire en une artiste ou en un artiste, c'est pas facile, parce que rien ne prouve, hein, rien ne garantit, je sais pas, je vais dire la percée, rien ne prouve que vraiment, genre, c'est pas écrit ou c'est pas là quoi, c'est pas, non, la personne peut gagner comme la personne peut perdre. Une personne qui met son cœur, franchement, c'est que la personne, et ses moyens, son argent qui investit, c'est que la personne croit en vous, et déjà, c'est pour vous aider
aider, vous porter loin. Donc je dis merci déjà à Spérodidas aussi, merci à mon équipe, à Fidel Dossou, merci à tous ceux qui me soutiennent et qui m'accompagnent ici. Alors il y a un album en cours, récemment on m'a informé qu'on va lancer un album. Après ça, il y aura des feats avec des artistes internationaux, des artistes d'ailleurs, des artistes d'ici aussi. Donc juste après Mario, il y aura d'autres projets, il y aura des voyages, plusieurs choses. Je garde le reste pour moi, je ne vais pas trop parler. Voilà, alors quand Madi était petite, elle interprétait les chansons de Brenda, Angélique Kidjo et d'autres. Aujourd'hui, quels sont les artistes avec qui Madi est plus proche? Aujourd'hui, est-ce que... Bon, déjà Madi est une personne, parfois je ne sais pas souvent, je ne suis pas proche des artistes, hein. Je cause avec les artistes, il y en a beaucoup qui sont des amis à moi, des dadas, des grands frères comme je les appelle. Comme qui, par exemple, il y a Cécile à qui je fais un gros coucou, je l'aime tellement, comme elle m'appelle ma lovely sister, bisous, bisous, dada, bisous là-bas. Il y a Cécile, je suis proche de Koudi aussi, c'est une grande sœur à moi. Koudi Fagemi, c'est ma grande sœur, vous allez... Donc Immature, c'est elle qui a joué le rôle de ma mère, ma maman. Et je suis proche de plusieurs personnes. Il y a Pepe Onika qui est très sympa aussi, une dada que je vois souvent, hein, de temps en temps. Voilà. Ils sont nombreux. Il y a Chris Barr avec qui je suis amie, il y a Vano, tous les artistes sont... En tout cas, c'est le même monde, hein, c'est le même monde. Donc on est proche et tout. D'accord, on va finir avec ce que vous pouvez proposer, une reprise de votre choix à vos fans qui nous suivent en ce moment. Qu'est-ce que je vais proposer? C'est comme vous. Bogweni yansonpe oni jokambe Wambo lombo ni boni moriere ni kandamilo Wambo lombo ile oni jo alegbe odo Wambo lombo inugbere komo tioko apeja. Have you ever seen this man moving? Wambo lombo. Do you think anyone else can do it? Wambo lombo. Really, this dance has got something, no way you can beat it. C'était Madi en direct sur le plateau du Grand Format. C'est notre artiste de la semaine. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup et très bonne chance à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 2 avril 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Ifani. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Demain tu es là-bas, tu ne changes pas et tu fais le mignon garçon. Tu parles de quoi? Toujours tu ne changes pas. Aujourd'hui tu promets changer, demain tu promets changer, tu ne changes pas. Et c'est toujours la même chose. Mario, mon chéri, dégage Mario, j'en ai assez. Tu as commencé à me faire verser beaucoup de larmes. J'arrive même plus à te comprendre, je te reconnais plus. Ne vois-tu pas que tu me fais du mal, mon chéri? Mario, je suis fatigué. Dégage Mario, j'en ai assez. Kosigwati okomi mungwele, itana lo mowa. Toba tudele koni jerumi, odi jerunita. Iwa tuma songe, emini koni fere. Isere sumiye, satimora jengisimi. Mario, mon chéri, dégage Mario, j'en ai assez. Mario, mon chéri, dégage Mario, j'en ai assez. Tu zouk dans ma monnaie. Pourtant c'est toi qui racontes à tes amis que Madi chope ta monnaie. Tu tues tout ce qui bouge, mais c'est toi qui es fort dans jalousie. Tu n'as pas de lit rouge, t'as perdu la maîtrise de ton fusil. Ne viens pas me flou, je supplie ton lova. Ton lova, c'est qui cet ami qui a rendu lova? Ça te concerne pas. Mario, mon chéri, dégage Mario, j'en ai assez. Et mini conifère, il serait soumis. Satimora jengisimi.
Mario Tazaïe, c'est toujours les mêmes histoires. Mario Tazaïe.